Elle n'était qu'une domestique cherchant à survivre. Lui, un chef de la mafia, observait sa fille souffrir en silence. Puis, elle accomplit l'impensable, ce que des centaines de médecins n'avaient pu faire. Elle permit à sa petite fille de marcher à nouveau. Désormais, il ferait tout pour la garder près de lui, même au risque de détruire tout ce qu'il avait bâti. Clara Bennett signa le contrat de travail, les mains tremblantes. Ce n'était pas la nervosité de travailler pour Matteo Reacci, dont le nom et la réputation de terreur étaient reconnus de tous à Chicago. Non, c'était le soulagement. Ce salaire allait enfin la sortir du gouffre où les dettes médicales de son père l'avaient si plongée. « Vous commencez aujourd'hui », déclara Madame Chen, leur gouvernante en chef, sans lever les yeux de ses papiers. « 3e étage, la salle de jeu. C'est votre seule affectation. » Clara cligna des yeux. « Une seule pièce ? La fille de M. Reacci l'utilise. Vous nettoyez, vous entretenez, et vous restez invisible. » Madame Chen croisa enfin le regard de Clara, ses yeux perçants et avertisseurs. La jeune fille est intouchable. Vous ne lui parlez pas. Vous ne la regardez pas de travers. Vous n'existez pas dans son monde. Compris ? Oui, madame, répondit Clara, la gorge serrée. La villa était immense, toute de marbre et de bois sombre. Un lieu où même l'air semblait chargé d'opulence. Clara monta l'escalier en colimaçon, ses baskets usées silencieuses sur les marches polies. Arrivée au 3e étage, elle entendit un cri de frustration enfantin, suivi de la voix calme et clinique d'un adulte. « Allez, Lucia, encore un essai, tu peux y arriver. » Clara ralentit près de l'entrée. Par l'entrebâillement, elle aperçut une petite fille d'environ 10 ans, sanglée dans des attelles métalliques qui ressemblaient à des instruments de torture médiévaux. Son visage était rouge, des larmes coulaient, tandis qu'un homme en blouse blanche, probablement un kinésithérapeute, la tenait par les bras, essayant de la maintenir debout. « Je n'y arrive pas, » sanglota Lucia. « Ça fait trop mal. » Le docteur avait dit que ce modèle devait fonctionner. Il faut juste que tu surmontes la douleur. Le cœur de Clara se serra. Elle avait déjà entendu cette phrase dans des chambres d'hôpital, sentant l'eau de Javel et l'espoir factice. Surmonter la douleur, comme si la volonté pouvait réparer ce qui était brisé. Lucia tenta de faire un pas. Sa jambe gauche fléchit immédiatement et elle serait tombée si le thérapeute ne l'avait pas rattrapée. Son cri de douleur résonna dans le couloir. « C'est suffisant pour aujourd'hui, » dit le thérapeute, sa voix empreinte de défaite. « Même heure demain. » Clara s'éloigna rapidement de la porte, feignant d'examiner un tableau mural. Le thérapeute passa sans la remarquer, ses pas lourds et lents. Après qu'il eut disparu au bas de l'escalier, Clara attendit 1 minute entière avant d'entrer dans la salle de jeu. C'était une beauté triste. Des jouets remplissaient les étagères, la plupart intacts, encore dans leur boîte. Un lit à baldaquin trônait dans un coin, entouré d'équipements médicaux qui n'avaient pas leur place dans une chambre d'enfant. Au milieu de la pièce, Lucia était assise dans son fauteuil roulant, essuyant son visage avec sa manche, tentant d'arrêter de pleurer. Clara, la tête basse, commença à épousseter les étagères, comme on le lui avait demandé. Rester invisible. Mais ses yeux ne cessèrent de se poser sur les attelles abandonnés sur le sol, près des barres parallèles. Elle avait toujours été habile de ses mains. Adolescente, elle avait réparé le vieux camion de son père, construit des étagères avec des chutes de bois, et même dépanné la machine à laver cassée de ses voisins. Les objets avaient un sens pour elle, d'une manière que les gens n'avaient pas toujours. Et ces attelles, quelque chose clochait. « Vous êtes la nouvelle bonne ?» La petite voix de Lucia tira Clara de ses pensées. Clara leva les yeux, surprise. La fillette la fixait avec des yeux bruns curieux, qui semblaient être trop sages pour son âge. « Oui, » répondit Clara doucement. « Je m'appelle Clara. Je suis juste ici pour nettoyer. Tout le monde est juste là pour nettoyer, ou me réparer, ou avoir pitié de moi, » dit Lucia, sa voix non pas amère, mais lasse. Mais personne n'aide vraiment. Le cœur de Clara se serra. Elle savait qu'elle devrait se taire, faire son travail, et encaisser son chèque, mais au lieu de cela, elle se dirigea vers les attelles, les ramassant délicatement. « Puis-je vous demander quelque chose ?» demanda Clara. Lucia haussa les épaules. « Quand vous les portez, où avez-vous le plus mal ?» La fillette désigna sa hanche gauche et l'arrière de son genou droit. « Ici et ici. » On dirait que quelque chose pince et tire en même temps. Clara retourna les attelles dans ses mains, examinant les articulations, les sangles, l'angle des tiges de support. Et puis elle comprit. L'attelle gauche était montée selon un mauvais angle, créant une torsion contre l'articulation de la hanche au lieu de la soutenir. La droite avait un point de pression exactement où le genou se pliait, s'opposant au mouvement naturel au lieu de l'aider. « Celles-ci sont mal ajustées, » murmura Clara, plus à elle-même qu'à Lucia. « Cet angle,
Elle que travaille contre votre corps au lieu de l'accompagner. Clara regarda la fillette. Me faites-vous confiance? Lucia hésita, puis hocha lentement la tête. Ça ne peut pas faire plus mal que ça ne fait déjà. Clara trouva un petit kit d'outils dans le placard d'entretien. Dieu merci pour son habitude de remarquer l'emplacement des choses. Elle travailla rapidement, desserrant des boulons, ajustant les angles de support, utilisant des bandes de mousse souples d'un vieux coussin pour amortir les points de pression. Ses mains se mouvaient, avec la confiance née de ces années, à réparer ce que tout le monde avait abandonné. 20 minutes plus tard, elle tendit les attelles modifiés. « Voulez-vous essayer ?» Lucia semblait effrayée et pleine d'espoir à la fois. Une combinaison qui la faisait paraître encore plus jeune que ses 10 ans. Clara l'aida à enfiler les attelles, ajustant les sangles soigneusement, s'assurant que rien ne pinçait ni ne tirait. « D'accord » dit Clara, se positionnant à proximité, prête à la rattraper. Doucement, tout doucement. Lucia agrippa les barres parallèles, ses jointures blanches. Elle inspira, déplaça son poids, et leva son pied gauche, puis son droit. Un pas, puis un autre. Pas de cris, pas de larmes, juste 2 pas tremblants, incertains, mais miraculeux. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Je marche. »« Tu marches, » murmura Clara, les larmes aux yeux. Puis Lucia éclata de rire. Un son si pur et inattendu qu'il sembla illuminer toute la pièce. Un instant, tout le reste disparut. La peur, les règles, les conséquences. Il n'y avait qu'une petite fille qui marchait pour la première fois de sa vie, et une domestique qui avait osé tenter ce que des centaines de médecins n'avaient pu faire. Clara ne le savait pas encore, mais à cet instant, elle venait de tout changer. Matteo Reacci découpait son steak lorsque Vincent, son chef de la sécurité, se pencha et lui murmura quelque chose qui le fit s'arrêter à mi-chemin de sa bouchée. « Que voulez-vous dire? Elle a un marché. »« La nouvelle domestique, » dit Vincent calmement, jetant un œil aux 3 conseillers attablés. Elle a ajusté les attelles de Lucia. La petite a fait des pas, de vrais pas. Matteo posa lentement son couteau, la mâchoire serrée. Autour de la table, ses conseillers échangèrent un moment les regards. Une domestique, Tony Marcello, son plus ancien conseiller, faillit s'étouffer avec son vin. « Vous êtes en train de me dire qu'une femme de ménage a trafiqué un équipement médical d'une valeur de 10 000 $? Elle ne l'a pas trafiqué, dit Vincent. Elle l'a réparé. Réparé? Répéta Tony, sa voix dégoulinante de sarcasme. Où a-t-elle eu son diplôme de médecine? Sur YouTube? Les autres conseillers gloussèrent, mais Matteo ne les rejoignit pas. Sa fille était coincée dans ce fauteuil roulant depuis 3 ans. 3 ans de spécialistes venus de Boston, de New York, même de Suisse. 3 ans à entendre les mêmes mots. Thérapie progressive, traitements expérimentaux, peut-être un jour. Et maintenant Vincent lui disait qu'une domestique, une femme qu'il avait embauchée ce matin même, avait fait quelque chose en un après-midi. « Lucia est-elle blessée ?» demanda Matteo, sa voix dangereusement calme. « Non, monsieur, elle va bien. Mieux que bien, en fait. Elle demande quand Clara pourra l'aider à nouveau demain. » Matteo se leva, laissant tomber sa serviette sur la table. « Je veux voir les images. » Ses conseillers le suivirent jusqu'à la salle de sécurité, leurs chaussures coûteuses claquant sur les sols de marbre. La pièce était tapissée de moniteurs montrant chaque recoin de la villa. Vincent afficha la caméra de la salle de jeu et rembobina jusqu'à cet après-midi. Matteo regarda en silence. Il vit Clara entrer dans la pièce, la vit ramasser les attelles et les examiner avec la concentration de quelqu'un qui comprenait réellement ce qu'il regardait. Il la vit travailler avec des outils simples, ajustant des pièces que les chirurgiens avaient juré être parfaitement positionnées. Et puis il vit sa fille, sa petite fille, qui pleurait toutes les nuits de douleur, se lever et UTE, 2 pas, petit, tremblant, incertain, mais réel. Le visage de Lucia à l'écran était quelque chose que Matteo n'avait pas vu depuis des années, une joie pure. Pas le sourire forcé qu'elle donnait aux médecins pour les rassurer, ou le visage courageux qu'elle affichait pour lui. C'était un bonheur authentique. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des moniteurs. Matteo continua de regarder même après que la vidéo eut montré Clara, aidant Lucia à regagner son fauteuil roulant, même après qu'elles eurent commencé à parler et à rire ensemble comme de vieilles amies. « C'est insensé, » dit enfin Tony. « On ne sait rien de cette femme. Elle pourrait être... Elle pourrait être quoi ?» La voix de Matteo traversait la pièce comme une lame. « Aidez ma fille, parce que c'est ce que je viens de voir. Avec tout le respect que je vous dois, patron, nous avons des protocoles. Les décisions médicales passent pas par des professionnels. Et si elle avait blessé Lucia? Et si c'était une sorte de
Une sorte de quoi? Matteo se tourna vers son conseiller. Un plan élaboré, elle va gagner notre confiance en faisant marcher ma fille. Il secoua la tête. Tu es paranoïaque, Tony. La paranoïa vous garde en vie dans notre métier, et l'intelligence vous garde en avance. Matteo regarda de nouveau l'écran, s'arrêtant sur l'image du sourire de Lucia. Obtenez son dossier et amenez-la à mon bureau, maintenant. 10 minutes plus tard, Clara se tenait devant le bureau de Matteo, essayant de ne pas montrer à quel point elle était terrifiée. Le bureau était fait de cuir sombre et de bois encore plus sombre, avec des tableaux dont la valeur dépassait probablement celle de tout son immeuble. « Vous êtes Clara Bennett, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, monsieur, 26 ans. J'ai grandi dans le sud de Chicago. Mon père est mort l'année dernière. Aucun casier judiciaire. Vous avez travaillé dans une quincaillerie, puis dans un atelier de mécanique avant cela. » Il referma le dossier posé sur son bureau. Rien ici n'indique que vous ayez la moindre connaissance en équipement médical. Clara avait la gorge sèche. Non, pas officiellement. Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous pouviez toucher aux attelles de ma fille? La question planait, menaçante. Clara savait qu'elle risquait de perdre ce travail, voire pire. Mais en repensant au visage de Lucia, à cette lueur d'espoir qui l'avait illuminée, elle ne pouvait se résoudre à regretter son geste. « J'ai identifié le problème », dit simplement Clara. Les angles étaient incorrects. Il contraignait ses articulations au lieu de les soutenir. C'était de la mécanique simple, juste à une échelle réduite. De la mécanique simple, répéta Matteo, son expression toujours impénétrable. 800, médecins, et vous prétendez qu'ils ont raté quelque chose d'aussi élémentaire? Le prix élevé ne garantit pas toujours l'exactitude, lâcha Clara avant de se raviser. Elle regretta aussitôt sa hardiesse, mais l'expression de Matteo changea légèrement. Non de la colère, plutôt une once d'amusement. « Mes conseillers pensent que vous êtes dangereuse, » annonça-t-il. Le cœur de Clara rata un battement. « Ils estiment que vous êtes soit incompétente, soit qu'il s'agit d'une escroquerie. » Il saisit son verre de whisky et le remua. « Moi, je pense que ce sont des idiots. » Clara cligna des yeux, incrédule. Matteo se leva, contourna le bureau pour se placer directement face à elle. Il était grand, imposant, avec cette prestance qui incitait instinctivement les gens à reculer. Mais ses yeux, lorsqu'il la regarda, n'étaient pas froids. Ils révélaient une fatigue, un désespoir et une gratitude mêlée. « J'ai vu les enregistrements, » dit-il d'une voix basse. « J'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu le visage de ma fille. » Clara ne savait quoi répondre. « Je me moque du protocole et je me moque de vos diplômes manquants. » La voix de Matteo était ferme. « Continuez ce que vous faisiez. Tout ce dont Lucia a besoin, vous le réalisez, c'est clair ?» Clara hocha la tête, encore sous le choc. « Oui, monsieur. » Et Clara? Il se retourna vers son bureau. « Merci. » C'était une phrase si simple, mais venant de Matteo Reichi, elle sonnait comme une promesse sacrée. Clara quitta son bureau avec son emploi sécurisé et un autre sentiment. Une étrange impression d'avoir franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Derrière son bureau, Matteo la regarda partir, puis reporta son regard sur l'image figée de l'écran de son ordinateur. Sa fille marchant. Après tout ce temps, quelqu'un lui avait enfin redonné espoir. Et cet espoir, il comptait le protéger de toutes ses forces. Le lendemain matin, Clara arriva à la villa et trouva Lucia déjà éveillée et l'attendant dans sa salle de jeu, encore en pyjama. « Vous êtes matinale » dit Clara, surprise. « Je n'ai pas pu dormir. » Lucia fit rouler son fauteuil plus près, les yeux brillants d'excitation. « On peut essayer encore, s'il vous plaît ?» Clara jeta un œil vers la porte, s'attendant à moitié à voir apparaître Madame Chen pour interrompre la séance. Mais Matteo avait donné son approbation, et cela avait, d'une manière ou d'une autre, plus de poids que n'importe quelle règle de gouvernante. Voyons ce que nous pouvons faire. Pendant l'heure qui suivit, elles travaillèrent ensemble comme une équipe. Clara ajustait les attelles, serrant une sangle ici, ajoutant un rembourrage là, tandis que Lucia décrivait précisément ce qu'elle ressentait à chaque pas. C'était un processus d'essai et erreur, mais le genre qui mène à des résultats concrets. « Mieux ?» demanda Clara. Après une nouvelle modification, Lucia fit 3 pas le long des barres parallèles, le visage plissé de concentration. Le côté gauche tire encore un peu, mais le côté droit est parfait maintenant. « Vous êtes une excellente observatrice, » dit Clara avec un sourire. « La plupart des gens ne peuvent pas décrire ce qu'ils ressentent avec une telle clarté. »« J'ai beaucoup pratiqué. Les médecins me demandent toujours où ça fait mal. » Lucia fit une pause au bout des barres, haletante mais souriante. « Ils n'écoutent juste jamais mes réponses. » Au 3e jour, Clara avait exploré le débarras de la villa, avec la permission maladroite de Vincent,
et y avait trouvé des matériaux utiles. De vieilles ceintures de cuir se transformèrent en sangles ajustables. De la mousse provenant de coussins de patio usés offrit un meilleur rembourrage. Un pupitre cassé céda son mécanisme de poteau réglable, que Clara transforma en un bras de soutien qui se déplaçait avec Lucia plutôt que contre elle. « Vous le construisez de toutes pièces », dit Lucia, observant Clara travailler avec une fascination palpable. « Pas de toutes pièces, juste le rendre à votre mesure », répondit Clara, testant une articulation pour s'assurer qu'elle bougeait fluidement. « Chaque personne est unique. Vos attelles devraient vous convenir, pas l'inverse. Pourquoi les médecins n'y ont-ils pas pensé ?» Clara haussa les épaules. Parfois, les gens se concentrent tellement sur la solution coûteuse qu'ils en oublient la simplicité. Chaque séance apportait son lot de progrès. Au deuxième jour, Lucia réussit à traverser la moitié de la salle de jeu sans s'arrêter. Le troisième jour, elle parcourut toute la longueur, n'ayant besoin des barres parallèles que pour l'équilibre, non pour le soutien. La douleur qui la faisait autrefois crier s'était muée en un inconfort gérable, du genre qui résulte de l'utilisation de muscles inutilisés depuis des années. Ce que Clara ignorait, c'est que chaque séance avait un public invisible. Matteo observait depuis son bureau, via le flux de sécurité, son café matinal refroidissant alors qu'il oubliait de le boire. Il contemplait la détermination de sa fille, ses rires lors de ses succès, et même ses larmes de frustration quand quelque chose ne fonctionnait pas. Et il observait Clara, patiente, encourageante, ne traitant jamais Lucia comme si elle était fragile. Vincent le trouva là le troisième jour, toujours devant l'écran. « Vous allez user ce moniteur, » dit Vincent. Matteo ne détourna pas le regard. « Elle vient de traverser toute la pièce. J'ai vu... » Les hommes en parlent. Que disent-ils? Vincent hésita. Que c'est bizarre. Pas mauvais bizarre, juste inexplicablement bizarre. Cette fille arrive et soudain Lucia fait des choses que 100 médecins disaient impossibles. Certains pensent que c'est un miracle. D'autres pensent qu'il nous manque quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas, patron. Mais les gens deviennent nerveux quand ils ne peuvent pas expliquer quelque chose. Matteo se détourna finalement de l'écran. Dites-leur de se concentrer sur leur travail et de me laisser me concentrer sur le mien. Dans la cuisine, le personnel de maison avait ses propres théories. Madame Chin se tenait au comptoir, coupant des légumes, tandis que deux autres femmes de chambre chuchotaient à proximité. « Je vous dis, je l'ai vue dans la remise », raconta Maria, la plus jeune des femmes de chambre. Elle démontait des meubles comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Qui fait ça? Quelqu'un qui sait réparer des choses, » dit Madame Tyne sans lever les yeux. « Mon mari était pareil. Donnez-lui une radio cassée, il la ferait chanter avant le dîner. Mais de l'équipement médical, c'est différent, n'est-ce pas? » Madame Chin posa son couteau. Peut-être que les médecins sophistiqués ont rendu les choses trop compliquées. Peut-être qu'il suffisait de quelqu'un qui le voyait comme un problème à résoudre au lieu d'un salaire à percevoir. Malgré tout, Maria baissa la voix. « Le timing est étrange, vous ne trouvez pas? Une nouvelle femme de chambre arrive et devient soudain la personne la plus importante de cette maison. » La personne la plus importante de cette maison, c'est cette petite fille à l'étage, dit fermement Madame Chin. Et si Clara peut l'aider, alors peu importe si elle est arrivée sur une licorne. Nous devrions être reconnaissants, pas suspects. Maria garda le silence, mais le doute persistait dans ses yeux. Dans l'après-midi du troisième jour, Clara était assise sur le sol de la salle de jeu avec Lucia, toutes deux épuisées, mais heureuses. Les jambes de Lucia étaient tendues devant elle, les attelles enfin retirées pour un peu de repos. Mon père avait l'habitude de me regarder essayer de marcher, dit doucement Lucia. Avant, je veux dire, quand j'étais vraiment petite, avant l'accident. Clara la regarda. Quel accident? Un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Un conducteur ivre nous a percutés. Ma mère est morte et mes jambes ont été écrasées. La voix de Lucia était factuelle, mais ses doigts se tordaient sur ses genoux. Papa n'en parle pas, mais parfois je le surprends à me regarder, et il a ce regard, comme s'il se souvenait. Cela doit être difficile pour vous deux. Il essaie de le cacher, mais je sais qu'il s'en veut, comme s'il aurait dû mieux nous protéger, ou quelque chose comme ça. Lucia leva les yeux vers Clara. Vous pensez qu'il nous regarde maintenant? Clara jeta un coup d'œil à la caméra dans le coin, si discrète qu'elle l'avait presque manqué. Elle n'avait aucune preuve que Matteo était à l'autre bout, mais elle savait. Oui, dit-elle doucement, je crois qu'il le fait. Bien, sourit Lucia, je veux qu'il voie que je vais m'en sortir, que nous allons tous les deux nous en sortir. Dans son bureau, Matteo ferma les yeux et respira profondément d'une inspiration tremblante. Les paroles de sa fille le frappèrent haut comme rien d'autre. Pendant 3 ans,
Il avait porté le poids de cette nuit-là, le moment où son monde s'était brisé parce qu'il n'avait pas conduit assez prudemment, n'avait pas vu le conducteur ivre dévier sur leur voie assez vite. Et maintenant, chose impensable, une étrangère lui offrait une chance de croire que peut-être, juste peut-être, il pouvait réparer ce qu'il avait brisé. Le matin du 4e jour commença par une embuscade. Matteo examinait des manifestes d'expédition dans son bureau lorsque sa porte s'ouvrit sans frapper. Tony Marcello entra, suivi de trois autres conseillers principaux et du docteur Raymond Castillo, le chirurgien orthopédiste qui gérait le cas de Lucia depuis deux ans. « Nous devons parler », dit Tony, refermant la porte derrière eux. Matteo posa lentement ses papiers. « Vous savez, je déteste les réunions avant le café. Ça ne peut pas attendre. » Le docteur Castillo s'avança, son costume coûteux aussi impeccable que sa réputation. « Monsieur Itchy, je crois comprendre qu'il y a eu un incident concernant le protocole de traitement de Lucia. » Incident? Matteo se pencha en arrière sur sa chaise. « Ma fille marche. J'appellerais ça un progrès. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est pas un progrès. C'est de la témérité. » Le médecin sortit un dossier de sa mallette. Cette femme, Clara Bennett, n'a aucune formation médicale. Elle a modifié un équipement qui a été spécialement calibré par des spécialistes à Boston. Ce qu'elle fait est dangereux et potentiellement illégal. Illégal? La voix de Matteo était dangereusement calme. Les dispositifs médicaux sont réglementés par la FDA pour une raison. Altérer ceux-ci sans certification appropriée viole la loi fédérale et, plus important encore, met Lucia en grave danger. Tony intervint, flairant une ouverture. « Patron, pensez à l'image que cela donne. Vous dirigez l'une des opérations les plus puissantes de Chicago. Les gens observent chacun de vos mouvements. Et en ce moment, on dirait que vous laissez une domestique quelconque jouer au docteur avec votre fille. Pourquoi ça? Parce qu'elle a su de la chance une fois. « Chance ?» répéta Matteo d'un ton sec, la mâchoire contractée. « Comment appelleriez-vous ça d'autre ?» Frank Rossi, un autre conseiller, intervint. 3 ans avec les plus grands cerveaux médicaux du pays n'ont pas pu aider Lucia, mais une jeune femme avec un diplôme de fin d'études secondaires arrange tout en un après-midi. Ce n'est pas de la médecine, patron, c'est un coup de chance ou un coup monté, ajouta Tony doucement. Le silence envahit la pièce. Les yeux de Matteo se plissèrent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que nous ne savons rien de cette femme. Elle sort de nulle part, est embauchée pour une tâche spécifique, et soudain, elle devient indispensable. C'est l'infiltration par excellence, boss. Quelqu'un place une personne proche de ce que vous aimez le plus, qui gagne votre confiance. « Tu es fou ?» Matteo se leva, sa voix assez tranchante pour fendre l'air. « Tu penses que les Morettes ou les Costanos ont envoyé une femme de chambre se lier d'amitié avec ma fille? Dans quel but? Elle apprend à Lucia à marcher, et après, elle la kidnappe pendant une séance de thérapie. Je dis juste que nous devrions être prudents. »« Non, vous dites que je suis stupide. » rétorqua Matteo, faisant le tour de son bureau pour faire face aux 5 hommes. « Vous dites que je ne peux pas faire la différence entre quelqu'un qui essaie d'aider et quelqu'un qui essaie de nous nuire. » Le docteur Castillo s'éclaircit la gorge avec diplomatie. « Personne ne met en doute votre jugement, monsieur Itchy, mais les décisions médicales requièrent une expertise. J'ai travaillé avec Lucia pendant 2 ans, je connais son cas de fond en comble. Cette femme est ici depuis 4 jours, et en 4 jours, elle a fait ce que vous n'avez pas pu faire en 2 ans. » Les mots tombèrent comme une gifle. Le visage du docteur Castillo vira au rouge. « Peut-être, » dit le docteur d'une voix raide, « devrions-nous envisager d'envoyer Lucia à l'établissement en Suisse. Ils ont de nouveaux traitements expérimentaux, des robots avancés. »« Vous vouliez l'envoyer là-bas l'année dernière, » l'interrompit Matteo. « J'ai refusé parce qu'elle serait seule, effrayée, à des milliers de kilomètres de chez elle. Et vous m'avez promis que les attelles fonctionneraient. Vous vous souvenez de cette promesse, docteur? La science médicale est complexe. » Elle marche. La voix de Matteo était d'acier froid. « Ma fille marche. Pas elle pourrait marcher un jour. Pas marcher avec des machines expérimentales qui coûtent $250 000. Elle marche maintenant avec des attelles qu'une femme de chambre a réparées avec des chutes de mon entrepôt. Patron, tenta à nouveau Tony, nous nous inquiétons juste pour votre réputation. Si l'on apprend que vous laissez une personne non qualifiée... » Ma réputation? Matteo éclata de rire, mais sans aucune joie. Vous voulez parler de réputation? Pendant 300 ans, les gens ont chuchoté que Matteo Reacci ne pouvait même pas protéger sa propre famille, que j'avais laissé ma femme mourir et ma fille devenir infirme parce que je n'avais pas été assez prudent. Vous croyez que je me soucie de ce que ces gens disent maintenant que Lucia a retrouvé l'espoir? Il ne s'agit pas seulement de ce que les gens disent, Frank poursuivit avec prudence.
Il s'agit de responsabilité. Si quelque chose tourne mal, si Clara fait une erreur et que Lucia est plus gravement blessée, alors je m'en occuperai. La voix de Matteo était sans appel. Mais, en ce moment, la seule erreur que je vois est cette conversation. Le docteur Castillo ajusta sa cravate, son masque professionnel reprenant sa place. Je déconseille fortement cette ligne de conduite, pour le compte-rendu. Notez, et pour le compte-rendu, vous êtes renvoyé. La pièce se figea. Matteo, commença Tony. Il a eu deux ans et un chèque en blanc, dit Matteo en fixant le docteur. Clara a eu quatre jours, et une boîte à outils. Je sais quel investissement a porté ses fruits. Vincent vous raccompagnera, docteur. Le visage du docteur Castillo pâlit, puis rougit. Il ouvrit la bouche, la referma, puis saisit sa mallette et sortit sans un mot de plus. Après son départ, Matteo se tourna vers ses conseillers restants. « Quelqu'un d'autre veut me dire comment gérer ma famille ?» Tony leva les mains. « Patron, nous essayons juste de vous protéger. Alors, protégez-moi en faisant votre travail. Surveillez les docks, gérez les routes, occupez-vous des morettes, mais laissez les soins de Lucia à quelqu'un qui se soucie réellement d'elle, au lieu de sa réputation. » Il retourna vers son bureau, les congédiant. « C'est fini ici. » Les conseillers sortirent discrètement, mais la tension les suivit comme de la fumée. Dans le couloir, Tony tira Frank à part, sa voix basse. « C'est grave, il perd le sens des réalités. »« C'est un père, » dit Frank. « Pouvez-vous le blâmer ? Je le peux quand ça le rend vulnérable. » Tony jeta un coup d'œil à la porte close du bureau. « Gardez un œil sur la femme de chambre. Je me fiche de ce qu'il dit. Personne n'est aussi bon sans raison. Découvrez la sienne. » Frank hocha lentement la tête. « Et si ce que nous trouvons ne nous plaît pas, alors nous gérons ça discrètement, pour son propre bien. » À l'intérieur de son bureau, Matteo se tenait à la fenêtre, observant l'extérieur où Clara aidait Lucia à s'exercer à marcher sur l'herbe pour la première fois. Ses mains tremblaient, non de colère envers ses conseillers, mais d'une réalisation terrifiante. Ils avaient peut-être raison sur une chose. Il plaçait toute sa confiance en une femme qu'il connaissait à peine. Et si cette confiance était mal placée, il perdrait à nouveau sa fille. Au bout de 5 jours, Clara ne considérait plus la salle de jeu comme un lieu de travail. Elle était devenue autre chose, un laboratoire, un terrain d'entraînement, un sanctuaire où les règles du monde extérieur ne s'appliquaient pas vraiment. « Bien, l'heure de la théorie », annonça Clara, assise en tailleur sur le sol pendant que Lucia se tenait au bar parallèle. « Et si nous abordions ça différemment ? » « Que voulez-vous dire ?» demanda Lucia, curieuse. « Tout le monde traite la marche comme une chose énorme et effrayante à conquérir. Mais que se passerait-il si ce n'était que marcher ? Et si on rendait ça amusant ?» Lucia leva un sourcil, ressemblant étonnamment à son père à cet instant. « Amusant, Clara ? J'apprends littéralement à utiliser mes jambes à nouveau. »« Exactement. Alors, rendons ça intéressant. » Clara se leva d'un bond et attrapa un rouleau de ruban de peintre dans sa boîte à fournitures. Elle commença à poser des bandes sur le sol, formant un chemin sinueux. « Vous avez déjà joué à la marelle ? J'ai vu d'autres enfants y jouer. Eh bien, maintenant, vous allez y jouer. » Clara termina le parcours, laissant des espaces suffisamment larges pour les attelles. « Marcher en ligne droite est ennuyeux. Voyons si vous pouvez suivre ce chemin. Et si vous arrivez au bout, vous choisissez ce que nous ferons demain. » Les yeux de Lucia s'illuminèrent de défi. « N'importe quoi ? Dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas vous faire sortir clandestinement pour un concert ou autre chose. »« D'accord. » Ce qui commença comme un simple jeu se transforma en 1 heure de rire. Lucia tituba, corrigea trop brusquement, faillit tomber deux fois, mais Clara était toujours là, ne la rattrapant pas immédiatement, mais suffisamment près pour que Lucia sache qu'elle pouvait essayer, en toute sécurité. Et elle essaya. « Pied gauche sur le bleu, pied droit sur le rouge », s'écria Clara comme une animatrice de jeu télévisé. Et elle se dirige vers le coin. « Oh, c'est un angle difficile. Oui, elle y arrive. » Lucia rit si fort qu'elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle. « Vous êtes ridicule !»« Je suis motivante. Il y a une différence. » Depuis le couloir, Matteo se tenait dans l'ombre, observant. Il avait juste l'intention de vérifier, mais quelque chose le retenait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait entendu sa fille rire ainsi, franchement et sincèrement, sans la tristesse qui habitait habituellement sa voix. Clara le remarqua cette fois. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et un instant, aucun d'eux ne bougea. Matteo s'attendait à ce qu'elle se tende, qu'elle devienne formelle et prudente, comme tout le monde le faisait autour de lui. Au lieu de cela, elle sourit, un petit sourire complice qui disait « Vous voyez, je vous l'avais dit », et elle se retourna vers Lucia,
Quelque chose se resserra dans sa poitrine. Les deux jours suivants, la salle de jeu se transforma. Clara apporta de la musique, jouant de tout, des chansons pop aux morceaux classiques, pendant que Lucia s'entraînait. Elle enseigna à Lucia de terribles blagues qui firent grogner et glousser la jeune fille en parts égales. « Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix ?» demanda Clara, le sixième jour. « Je ne sais pas pourquoi. »« Parce qu'il était épouvantablement bon dans son domaine. » Lucia lui lança un oreiller. « C'est la pire blague que j'ai jamais entendue. À ton tour, viens reprendre cet oreiller. » Et Lucia le fit, marchant 6 pas complets sans les barres, juste pour plaquer Clara avec un oreiller. Elles finirent toutes les deux par terre, riant comme des sœurs. Madame Chin remarqua aussi le changement. La villa, qui était silencieuse comme un musée depuis des années, était maintenant pleine de vie. De la musique descendait du troisième étage. Des éclats de rire résonnaient dans des couloirs, qui n'avaient connu que des murmures. Même le reste du personnel semblait plus léger, comme si la joie de Lucia était contagieuse. Le septième jour, Clara introduisit ce qu'elle appelait le « parcours du défi », un chemin autour de la salle de jeu utilisant les meubles comme point de contrôle, une chaise à contourner, la bibliothèque à toucher, la fenêtre à atteindre. Lucia s'y attela avec une détermination féroce, son esprit de compétition se manifestant. « Vous savez, » dit Lucia, faisant une pause à mi-parcours, « mon père jouait à des jeux avec moi avant. » Clara lui tendit une bouteille d'eau. Avant l'accident. Oui, il était différent alors. Il souriait plus, riait. Lucia fixa le sol. Maintenant, il a l'air fatigué tout le temps et triste. Il a traversé beaucoup de choses. Perdre votre maman, s'inquiéter pour vous. J'aimerais pouvoir le rendre à nouveau heureux. La voix de Lucia était faible, comme il l'était avant. Clara s'agenouilla pour qu'elle soit à hauteur des yeux. « Tu veux connaître un secret ? Je pense que tu l'es déjà. »« Comment ? » ?»« Parce que tu te bats. Tu n'abandonnes pas. Et chaque fois qu'il te voit faire un pas de plus, je parie que ça lui rappelle que de bonnes choses peuvent encore arriver. » Clara toucha doucement la main de Lucia. « Tu es son espoir, gamine. C'est mieux qu'être heureux. » Lucia réfléchit à cela, puis hocha la tête. « Tu vas m'aider à finir le parcours ? Je veux le faire jusqu'au bout, sans m'arrêter, pour qu'il puisse voir. » Il regarde toujours. Lucia jeta un coup d'œil à la caméra, puis sourit. « Salut papa !» Dans son bureau, Matteo sentit sa gorge se serrer. Il fit un signe de la main à la caméra, même s'il savait que Lucia ne pouvait pas le voir. Ce soir-là, alors que Clara s'apprêtait à partir pour la journée, elle trouva Matteo dans le foyer. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, l'air plus incertain qu'un homme de sa position ne devrait jamais l'être. « Clara !» dit-il, ne la regardant pas tout à fait. Un instant, elle arrêta son sac sur son épaule. « Bien sûr, je voulais… » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Merci pour ce que vous faites. Pas seulement pour la marche, mais tout le reste. Tout le reste. La faire sourire, la traiter comme si elle était normale, comme si elle n'était qu'une enfant. Sa voix était rauque. Tout le monde la traitait comme si elle était de verre. Les médecins, les thérapeutes, parfois même moi. Mais toi, tu lui lances des coussins et la fais courir dans la pièce. » Clara sourit. « Elle est plus résistante qu'on ne le pense. Je sais. J'oublie juste parfois. » Matteo la regarda enfin, et Clara fut surprise par ce qu'elle vit dans ses yeux. Ce n'était pas le chef mafieux froid que tout le monde craignait, mais un père épuisé qui avait suffoqué pendant 3 ans et qui apprenait tout juste à respirer de nouveau. « Tu lui as donné quelque chose que je n'ai pas pu. Tu lui as rendu son enfance. Tu lui as donné de la force, » dit doucement Clara. « Je lui ai juste donné une raison de l'utiliser. » Ils restèrent là, dans la lumière déclinante. Deux êtres de monde totalement différents, liés par une fillette de 10 ans qui apprenait à marcher. Quelque chose passa entre eux, peut-être de la compréhension ou de la reconnaissance, l'acceptation qu'ils se battaient tous deux pour la même cause. « Bonne nuit, Clara, » dit enfin Matteo. « Bonne nuit, monsieur Ricci. » En partant, Matteo réalisa que la villa ne ressemblait plus à un tombeau. Elle lui semblait être un foyer, et cela l'effrayait presque autant que cela lui donnait de l'espoir. Clara se réveilla à 3 heures du matin, avec une idée. Elle avait rêvé de Lucia, luttant au bord des barres parallèles, en ayant toujours besoin pour l'équilibre, jamais vraiment libre. Dans le rêve, Clara l'avait vue, non pas des orthèses boulonnées aux jambes, mais un cadre qui bougeait avec le corps, qui s'ajustait en temps réel, qui apprenait. Au moment où elle arriva à la villa à 8 heures, elle avait déjà esquissé le design sur une serviette maculée de café.
Tu as l'air de n'avoir pas dormi, observa Lucia depuis son fauteuil roulant. Je n'ai pas dormi, mais j'ai eu une idée. Clara sortit la serviette, montrant à Lucia le croquis grossier. Et si tu n'avais pas besoin des barres du tout? Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. Comment? Un cadre, mais pas fixe. Quelque chose qui s'ajuste à ton centre de gravité quand tu bouges. Comme des petites roues qui pensent. Clara cataloguait déjà mentalement ce qu'elle avait vu dans le garde-manger. Ça me prendra quelques heures à construire. Tu veux aider? Tu plaisantes? Oui. Elles fouillèrent le garde-manger comme des pirates chassant un trésor. Clara y trouva un ancien porte-manteau avec une base lestée, un lampadaire cassé avec un bras réglable, des tuyaux en PVC de rechange d'une rénovation de salle de bain jamais terminée et des poignées en mousse de béquilles jetées. Pour n'importe qui d'autre, c'était de la ferraille. Pour Clara, c'était une possibilité. Lucia devint son assistante, maintenant les pièces stables, pendant que Clara perçait et boulonnait, lui tendant les outils comme une infirmière chirurgicale. Elles travaillèrent dans un silence confortable, interrompu occasionnellement par les explications de Clara. La base lestée le maintient stable, mais ses roues lui permettent de bouger avec toi, dit Clara, en fixant des roues de patin à roulettes qu'elle avait trouvées dans une boîte étiquetée Lucia 7 ans. Et ce bras s'ajuste vers le haut ou vers le bas selon le support dont tu as besoin. C'est toi qui le contrôles, pas l'inverse. Ça ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction, dit Lucia, admirant l'étrange engin qui prenait forme. Ça ressemble à de l'espoir, corrigea Clara. À midi, elles avaient donc quelque chose qui ressemblait plus à de l'art moderne qu'à un équipement médical. Un cadre à roulettes avec un bras de support réglable que Lucia pourrait tenir, des poignées de maintien à plusieurs hauteurs, et un design qui glisserait sur le sol au lieu de le combattre. « Prête à le tester ?» demanda Clara. Lucia se mordit la lèvre, nerveuse et excitée. « Et si ça ne marche pas? Alors, nous essaierons autre chose. C'est à cela que servent les expériences. » Clara l'aida à se lever, positionnant le cadre devant elle. « Voici la chose. Tu n'as pas à l'utiliser comme un déambulateur. Pense-y comme un partenaire de danse. Il suit ton rythme. » Lucia agrippa les poignets, sentit la stabilité du cadre sous ses mains. Puis, elle prit une inspiration et fit un pas en avant. Le cadre bougea avec elle, ses roues glissant doucement, son bras de support fléchissant juste assez pour l'aider à garder l'équilibre, sans la forcer à une position rigide. Elle fit un autre pas, puis un autre. « Clara, murmura Lucia, Clara, ça marche. Continue, ne pense pas, bouge juste. » Lucia traversa la salle de jeu, ses mouvements maladroits mais sincères. Elle n'avait pas besoin des barres parallèles. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour la tenir par les bras. Le cadre bougeait avec elle comme une extension de son propre corps, la soutenant sans la restreindre. Lorsqu'elle atteignit la fenêtre, 12 pas complets depuis son point de départ, elle regarda le jardin et se mit à pleurer. « Je marche, dit-elle, la voix brisée. Je marche vraiment. » Les yeux de Clara se brouillèrent de larmes. « Tu voles, ma puce. » Dans son bureau, Matteo regardait le moniteur, la main pressée contre sa bouche. Il avait déjà vu sa fille se tenir debout, l'avait regardée faire des pas prudents le long des barres. Mais cela, c'était différent. C'était l'indépendance. C'était la liberté. Vincent se tenait à côté de lui, tout aussi stupéfait. « Patron, ce truc est fait avec un porte-manteau ?»« Je crois que oui, » dit Matteo, la voix nouée. « Elle a construit ça avec les vieilleries du garde-manger. »« Ouais, c'est... » Vincent hésita, secouant la tête. « C'est impossible. Nous sommes en train de le voir se produire à l'écran. » Lucia traversait la pièce, sa confiance grandissant à chaque pas. Elle rit même quand le cadre s'accrocha à un bord de tapis, ajustant son équilibre pour compenser au lieu de tomber. « Elle n'a même plus peur, » dit doucement Matteo. Ce soir-là, Matteo trouva Clara dans la salle de jeu en train de ranger ses outils, tandis que Lucia, épuisée mais joyeuse, faisait la sieste sur le canapé. Le cadre improvisé se tenait dans le coin comme une étrange sculpture, Clara. Elle se retourna, surprise de le voir en personne au lieu qu'il ne regarde d'où il se cachait habituellement. Il avait l'air différent. Sa cravate était lâche, ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. « Monsieur Ricci, avez-vous vu ?»« J'ai vu. » Il s'approcha du cadre, le touchant avec précaution, étudiant sa construction. « Vous avez construit ça avec des pièces de meubles et d'autres choses. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ça marche. Et je me suis assuré que tout est structurellement solide. C'est brillant. » Clara cligna des yeux. « Quoi ?» Matteo se tourna vers elle, et elle vit dans son expression quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une émotion brute, non dissimulée. Des attelles à $10 000,
10 000 $, n'aurait-ce pas pu faire ce que cela fait? 100 médecins avec des diplômes sophistiqués n'auraient mieux pas pu lui donner ce que vous lui avez donné aujourd'hui. J'ai juste vu un problème. Et non, sa voix était ferme, mais pas dure. Vous avez vu ma fille, pas une patiente, pas un projet, mais une petite fille qui méritait mieux que ce que tout le monde lui donnait. Il marqua une pause, luttant avec des mots qui ne lui venaient pas naturellement. Vous lui avez donné quelque chose que personne d'autre n'a pu. Pas seulement la capacité de marcher, mais la conviction qu'elle le pouvait. La gorge de Clara se serra. Elle a fait le plus dur. J'ai juste fabriqué les outils. C'est là que vous vous trompez. Matteo s'approcha, son expression intense. Tous les autres lui ont donné des outils et lui ont dit d'être reconnaissante. Vous lui avez donné de l'espoir et lui avez dit d'être courageuse. Il y a une différence. Il restait là, dans la lumière déclinante de l'après-midi, entouré de rembourrages en mousse et de boulons éparpillés, avec un enfant endormi et un porte-manteau devenu miracle entre eux. Clara réalisa que son cœur battait plus vite, et ce n'était pas de peur. « Merci, dit Matteo simplement, sincèrement, de m'avoir rendu ma fille. Vous ne l'avez jamais perdue, dit doucement Clara. Elle a toujours été là, attendant juste que quelqu'un la voie. Quelque chose changea dans les yeux de Matteo, de la gratitude. Oui, mais aussi autre chose. Quelque chose qui coupa le souffle à Clara. Il tendit lentement, avec précaution, sa main et toucha la sienne. « Merci, dit-il encore. » Et à ce moment-là, avec sa main chaude contre la sienne et Lucia respirant doucement en arrière-plan, Clara réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose qui allait au-delà d'employeur et d'employé, au-delà de la gratitude et du devoir. Quelque chose qu'aucun des deux ne savait encore nommer. Clara sut que quelque chose avait changé dès l'instant où elle entra dans la villa, le neuvième jour. Les gardes à l'entrée ne lui firent pas leur salut habituel. Le personnel de cuisine se tut quand elle passa pour prendre un café. Même Madame Chun, qui s'était adoucie avec elle au cours de la semaine précédente, la regardait avec une expression qui pouvait être de la pitié. « Tout va bien ?» demanda Clara. Madame Chun jeta un coup d'œil à l'entrée, puis se pencha. « Contente-toi de te faire discrète aujourd'hui, ma belle. Les hommes parlent. De quoi? De toi? De la proximité que tu as avec la famille ?» Madame Chun lui tapota le bras. « Je suis sûre que ce n'est rien, mais sois prudente. » L'estomac de Clara se tordit, mais elle força un sourire et monta à l'étage. Lucia l'attendait, impatiente d'essayer de marcher jusqu'au jardin aujourd'hui. C'était tout ce qui comptait. Dans la salle de conférence de l'aile ouest, Tony Marcello se tenait au bout de la table, face à huit des hommes de confiance de Matteo. Un dossier était ouvert devant lui, l'enquête de fond sur Clara, désormais trois fois plus épaisse que l'original. « Je serai bref, dit Tony. La situation de la domestique devient incontrôlable. Le patron semble heureux. Rico, l'un des hommes, dit prudemment. Sa fille marche. Où est le problème? Le problème, c'est le timing. Le problème, c'est l'accès. Le problème, c'est que nous laissons une étrangère pénétrer l'esprit de Matteo par l'intermédiaire de sa fille. Tony tapota le dossier. J'ai demandé à nos gens de creuser davantage. Clara Bennett, son père était mort avec 73 000 $, de dettes médicales. Elle est à 2 doigts de l'expulsion depuis 6 mois. Soudain, elle décroche un emploi qui rapporte trois fois plus que ce qu'elle gagnait à la quincaillerie, dans un poste qui la met seule avec l'unique enfant du patron. « Vous pensez que quelqu'un l'a acheté ?» demanda un autre homme. « Je pense que c'est bien commode, » dit Tony. Les costauds sont calmes ces derniers temps, trop calmes. Et ils savent que la faiblesse de Matteo a toujours été sa famille. Quelle meilleure façon de l'approcher que par quelqu'un qu'il ne soupçonnerait jamais. « C'est une supposition audacieuse, Tony, » dit Rico. « La fille a réparé des orthèses. Elle ne monte pas une arnaque, n'est-ce pas ?» Tony se pencha en avant. « Pensez-y. En une semaine, elle est passée de personnel invisible à la personne la plus importante de cette maison, après Matteo lui-même. Elle est seule avec Lucia des heures chaque jour. Le patron la regarde comme si elle avait fait sortir la lune. Et nous ne savons rien d'elle, sauf ce qu'elle veut que nous sachions. » Franck Rossi, plongé dans un silence jusqu'alors, prit la parole. « J'ai demandé à l'un de nos experts techniques de vérifier ses relevés téléphoniques. Rien de suspect, mais elle est prudente. Elle n'utilise presque pas les réseaux sociaux. Elle n'appelle presque personne. Soit elle est exactement ce qu'elle semble être, ennuyeuse et fauchée, soit elle est assez intelligente pour effacer ses traces. » Rico questionna. « Alors, qu'est-ce que tu suggères? Nous enquêtons sur elle. » Un frisson parcourut l'assemblée. « Le patron va devenir fou s'il découvre ça. »
répondit une voix. Tony ferma le dossier avec un claquement sec. Alors, nous ne le laissons pas découvrir. Nous menons cette enquête discrètement. Vérification approfondie sur toutes les personnes qu'elle a connues, remontant 5 ans en arrière pour ses relevés financiers, et quelqu'un la surveille en dehors des heures de travail. Si elle rencontre quelqu'un de suspect, si des fonds se déplacent sans explication, nous le saurons. L'expression de Tony devint glaciale. « Et si nous trouvons quelque chose, alors nous nous en occuperons pour son propre bien. » Les hommes échangèrent des regards mal à l'aise, mais personne n'osa contester. Ils avaient tous été témoins de l'aide précieuse apportée par Clara à Lucia. Mais ils avaient aussi vu des hommes brisés pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Dans leur univers, la paranoïa n'était pas une faiblesse, mais une question de survie. Clara ignorait totalement cette réunion, mais elle en ressentit les répercussions toute la journée. Les gardes, d'ordinaire enclins à converser avec elle lors de ses passages, la fixaient désormais d'un air impassible. Vincent, qui s'était montré amical dès le premier jour, lui accordait à peine un signe de tête. Et même les mouvements des autres autour d'elle semblaient altérés, comme si elle était une menace à éviter à tout prix. Pendant le déjeuner, alors que Lucia faisait la sieste, Clara se rendit à la cuisine pour de l'eau et surprit une conversation entre deux gardes dans le couloir. « Ne lui fais pas confiance, » dit l'un. « Personne n'est aussi parfait sans arrière-pensée. » L'autre rétorqua « Peut-être qu'elle veut juste aider la gamine. » Le premier homme persista. « Dans notre monde, personne n'aide gratuitement. Elle est soit stupide, soit elle nous manipule tous, et elle ne semble pas stupide. » La main de Clara, alors qu'elle saisissait la carafe d'eau, se figea. Elle se tint immobile, retenant son souffle. Tony pense qu'elle pourrait être liée au Costas, poursuivit une voix. Il dit qu'ils l'ont peut-être placée ici il y a des mois, attendant la bonne occasion. L'autre gardien opina. C'est paranoïaque, même pour Tony, peut-être. Mais peut-on le blâmer? Le patron est vulnérable en ce moment. Il voit sa fille marcher, et soudain, il prend des décisions avec son cœur au lieu de sa tête. C'est là que les erreurs se produisent. Alors quoi? Questionna le premier. Nous attendons qu'elle agisse. Nous la surveillons, et si elle fait quoi que ce soit de suspect, n'importe quoi, nous le signalons. Le patron peut lui faire confiance, mais nous n'y sommes pas obligés. Leurs voix s'estompèrent tandis qu'ils s'éloignaient. Clara resta seule dans la cuisine vide, le cœur battant à tout rompre. Elle comprenait maintenant. Elle s'était trop rapprochée, trop vite. Et dans l'univers de Matteo, cela faisait d'elle une menace. Une partie d'elle désirait se précipiter chez Matteo et lui demander s'il la suspectait aussi. Mais une autre partie, celle qui avait appris à survivre dans un monde jamais vraiment juste, lui conseillait de garder le silence et de faire son travail. Laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Cet après-midi-là, pour la première fois, elle emmena Lucia dans le jardin, utilisant le cadre à roulettes. La fillette longea les sentiers de pierre, le soleil caressant son visage, riant lorsqu'un papillon se posa sur le guidon de son déambulateur. « Regarde, Clara, il aime mon déambulateur. Peut-être qu'il reconnaît un miracle quand il en voit un. » De la fenêtre de son bureau, Matteo les observait. Tony apparut à ses côtés, sans invitation comme à son habitude. « Patron, il faut qu'on parle. Si c'est à propos de Clara, » l'interrompit Matteo d'une voix cinglante, « je ne veux rien entendre. » Tony tint bon. « Il faut que vous l'entendiez. Nous menons une enquête approfondie sur elle. Relevés financiers, relations, tout. » Matteo se tourna vers lui, l'expression dangereuse. « Je t'ai dit de laisser tomber. Et moi, je vous dis que ce n'est pas judicieux, » rétorqua Tony, imperturbable. « Vous êtes émotionnellement compromis. Vous voyez votre fille marcher et vous croyez que Clara est un ange. Mais si elle ne l'était pas, si elle était exactement le genre de personne que les Costas enverraient, quelqu'un que vous ne soupçonneriez jamais parce qu'elle aide votre fille. »« Et c'est insensé, » s'écria Matteo. « Est-ce le cas ?» demanda Tony. « Parce que, de mon point de vue, il semble que vous vous laissiez berner. Quelle que soit la situation, » Tony marqua une pause avant de reprendre. « Je ne dis pas qu'elle est forcément une taupe. Je dis que nous devons en avoir le cœur net. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. » Matteo regarda de nouveau Clara et Lucia par la fenêtre, sa mâchoire serrée. Il voulait rejeter la paranoïa de Tony, mais il ne le pouvait pas entièrement, car Tony avait raison sur un point, il était vulnérable, et les hommes vulnérables commettaient des erreurs fatales. « Faites ce que vous avez à faire, » dit Matteo d'une voix basse, « mais avec prudence. Je ne veux pas qu'elle s'effraie. » Puis, sans réponse à sa propre interrogation, « Et si nous trouvons quelque chose ?» Matteo ne savait pas ce qu'il ferait si Clara s'avérait être une illusion. Il savait seulement que cela briserait quelque chose en lui, qui commençait à peine à guérir.
De l'autre côté de la ville, dans un restaurant qui n'apparaîtrait jamais sur une liste d'inspecteurs sanitaires, Marco Castellano était assis dans une cabine privée, écoutant un rapport qui changeait tout. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, faisant tournoyer son vin. L'homme en face de lui, un type mince nommé Eddie, qui faisait des petits boulots pour diverses familles, acquiesça avec empressement. « Je l'ai vu de mes propres yeux, monsieur Castellano. J'étais en train de faire des travaux électriques à la villa à côté de chez Ricci. J'avais une vue imprenable sur le jardin. La gamine marchait, pas avec un déambulateur, pas avec de l'aide. Elle marchait. Le frère de Marco, S, se pencha en avant. La même gamine qui est en fauteuil roulant depuis trois ans, c'est ça, la fille de Matteo. Et tenez-vous bien, ce n'est pas un nouveau miracle médical, c'est une femme de chambre. Une fille qu'il a embauchée il y a quelques semaines. C'est elle qui a fait marcher la gamine. Marco et S échangèrent un regard. Ils cherchaient un moyen de faire pression sur Matteo Ricci depuis 5 ans. L'homme était trop prudent, trop protégé, trop intelligent. Il gardait ses affaires suffisamment propres pour échapper à l'attention fédérale, et sa vie personnelle était verrouillée. La seule faille dans son armure était sa fille, et même elle était inaccessible, toujours dans la villa, toujours entourée de sécurité, toujours intouchable. Mais si elle marchait maintenant... Dis-m'en plus sur cette femme de chambre, dit Marco. Eddie sortit son téléphone et montra des photos qu'il avait prises avec un téléobjectif. C'est elle quelque chose, Bennett? Je crois. Jeune, environ milieu de la vingtaine. Elle est avec la gamine tous les jours pendant des heures. On dit que Ricci s'est vraiment attaché aux deux. Certains de ses propres gars sont nerveux à ce sujet. Nerveux? Comment? Demanda S. Nerveux comme s'il pensait qu'elle pourrait travailler pour quelqu'un. Ils font des vérifications d'antécédents, ils la surveillent. Eddie sourit. Ils pensent que nous l'avons peut-être déjà placée là-bas. S rit. On devrait être aussi intelligent, mais ça me donne une idée. Marco haussa un sourcil. Je t'écoute. Il y a un événement caritatif vendredi soir, un grand dîner de donateurs à l'hôtel Grandview. Ricci l'organise chaque année, une fondation pour les hôpitaux pour enfants. Il amène toujours Lucia, la montre aux donateurs. Ça le fait paraître humain. S se pencha en arrière, réfléchissant. Par le passé, elle était en fauteuil roulant. Facile à sécuriser, mobilité limitée. Mais si elle marche maintenant, elle ne voudra pas y aller. Marco termina sa phrase, la compréhension l'illuminant. Pour montrer à tout le monde ce qu'elle peut faire. Exactement. Et une cible qui marche est plus facile à déplacer qu'une en fauteuil roulant. Plus de chaos, plus d'opportunités. S tira quelque chose de son téléphone. L'événement compte 300 invités, beaucoup de familles avec des enfants. La sécurité sera dispersée en essayant de couvrir tant de monde. Marco y réfléchit, tournant les pièces dans son esprit. Matteo Ricci avait contrôlé le quartier nord pendant une décennie. Il avait survécu à 3 enquêtes du FBI, 2 guerres de gang et d'innombrables tentatives de saper ses opérations. Il était intouchable parce qu'il ne laissait jamais personne s'approcher suffisamment pour le blesser. Mais sa fille qui marchait, ce n'était pas de la prudence, c'était de l'espoir. Et l'espoir rendait les hommes insouciants. « Quelle est la disposition des lieux ?» demanda Marco. S afficha les plans sur sa tablette. Il était toujours préparé. La salle de bal principale est là. Les cuisines sont du côté est. Les sorties de service sont ici et ici. L'hôtel donne sur une ruelle. Peu de caméras. Si nous frappons au bon moment, nous pourrions la faire sortir par l'entrée de service et dans un véhicule avant que quiconque ne réalise qu'elle a disparu. Il continua sur la sécurité. Ricci amène généralement 8 hommes plus la sécurité de l'hôtel. Mais ce sont des flics de location. Pas de problème. Et une fois que nous l'avons, l'expression de S devint froide. Nous ne lui faisons pas de mal. Ce n'est pas le plan. Nous la gardons confortable. Nous l'utilisons pour négocier. Ricci recule sur nos opérations. Nous donne 3 territoires. Et il récupère sa fille saine et sauve. Et s'il ne négocie pas, demanda Marco, il le fera. Vous avez vu les images qu'Eddie nous a montrées? Cet homme est différent quand il regarde sa gamine. Ce n'est plus le patron de glace. C'est un père qui vient de récupérer sa fille. Marco sourit lentement. Et c'est sa faiblesse. Eddie bougea mal à l'aise. Écoutez, je ne suis là que pour l'information. Je ne veux pas être impliqué dans... Tu ne le seras pas, dit Marco avec douceur, faisant glisser une enveloppe sur la table. Considérez ceci comme un bonus pour vos excellentes capacités d'observation. Mais si j'entends que vous avez mentionné cette conversation à quiconque, y compris votre petit ami, votre frère ou votre poisson rouge, nous aurons un autre genre de conversation. Compris? Eddie attrapa l'enveloppe et partit rapidement, manquant de trébucher sur ses propres pieds. Après son départ,
S regarda son frère. « Tu es sérieux? Enlever une gamine, c'est lourd, Marco. Ça attire une attention que nous pourrions ne pas être prêts à gérer. Nous n'enlevons pas une gamine, nous faisons une acquisition stratégique. » La voix de Marco était calme et rationnelle. « Pense-y, Reishi nous harcèle depuis des années. Chaque port que nous essayons de contrôler, chaque route que nous essayons d'établir, il est là d'abord, nous bloquant. Il possède des juges, des flics, des politiciens. Nous ne pouvons pas le battre en jouant à son jeu. Alors, nous jouons un jeu différent. Exactement. Nous prenons la seule chose qu'il ne peut pas remplacer. La seule chose qu'il ne peut pas racheter avec de l'influence ou des menaces. Et nous le forçons enfin, à reculer. » Marco se servit davantage de vin. « D'ailleurs, c'est poétique. Il utilise sa fille comme bouclier. Il se fait passer pour sympathique et humain. Nous allons juste emprunter ce bouclier pendant un moment. Et la femme de chambre? Si elle est toujours avec la gamine, ça rend les choses plus faciles. Tout le monde regardera. » Marco sourit. « Nous les prenons toutes les deux si nous le devons. La femme de chambre pourrait même être utile. On dirait que la gamine lui fait plus confiance qu'à quiconque. » Le lendemain, Marco mit les pièces en mouvement. Des éclaireurs, mandatés par ses soins, sillonnèrent les abords de la villa, mémorisant les routines de sécurité et les rotations de personnel. Au sein de la société de traiteurs hôteliers, un contact lui transmettait la liste des pièces assignées à chaque fonction. Une femme, sous une alias trompeur de riche veuve bostonienne insoupçonnable, avait même acquis un billet pour la manifestation caritative. Tout trouvait sa place. L'après-midi du 10e jour, l'un des observateurs de Marco guettait à la jumelle Clara et Lucia s'exercer à la marche dans le jardin. L'enfant riait, agrippé à son curieux déambulateur, progressant avec précaution sous les encouragements de la domestique. « Doux » susurra l'éclaireur à son téléphone. « Vraiment doux, presque honteux de tout gâcher. »« Pas de sentimentalité » la voix de Marco retentit dans l'oreillette. « Continue juste d'observer. Je veux chaque détail de la routine de cet enfant. Quand nous passerons à l'action vendredi, je veux que ce soit chirurgical. »« Compris, chef. » L'éclaireur persista quelques minutes avant de s'éloigner en voiture. Il ignora Vincent, posté à une fenêtre du 2e étage, qui relevait sa plaque d'immatriculation et transmettait l'information. Le piège se refermait des deux côtés, et ni Marco ni Matteo ne se doutaient que la plus grande surprise viendrait de la personne qu'ils sous-estimaient tous deux, la femme de chambre, habituée à la survie en anticipant le pire. Clara s'attarda ce soir-là, réorganisant la salle de jeu et ajustant le déambulateur de Lucia. Elle se persuadait que c'était par souci de perfection pour la séance du lendemain. Mais la vérité était plus simple. Elle redoutait de rentrer dans son appartement vide, où le doute pourrait l'assaillir. Il était passé 21 heures quand elle ferma enfin la salle de jeu et descendit. La villa était plus calme la nuit, la plupart du personnel étant parti, seuls les gardes effectuaient leur ronde. Clara emprunta l'escalier de service pour éviter toute rencontre, ses pas résonnant dans le vide. À mi-chemin, des voix s'élevèrent de l'étage inférieur. 2 gardes faisaient une pause. « Je dis juste que le timing est bizarre », déclara l'un. Clara reconnut la voix de Mike, l'un des jeunes agents de sécurité habituellement assignés à la porte ouest. « Tout est bizarre dans ce métier », répondit l'autre. Danny, le coéquipier habituel de Mike. « Non, je veux dire vraiment bizarre. Tony a tout le monde en état de paranoïa, vérifiant ses finances, ses amis, même les dossiers médicaux de son père défunt. S'il creuse si loin, ils doivent y penser que quelque chose cloche. » Clara se figea dans les escaliers, sa main agrippant la rampe. « Peut-être qu'ils sont juste minutieux, » suggéra Danny. « Ou peut-être qu'elle est exactement ce que Tony pense. Une espionne des Costianos, ici pour se rapprocher du patron par l'intermédiaire de son enfant. » La voix de Mike baissa d'un ton. « Réfléchis-y. La fille n'a rien. Soudain, elle est la personne la plus importante de la villa. Le patron la regarde comme, je ne sais pas, comme si elle était spéciale. C'est dangereux. Elle a soigné les jambes des enfants. Vraiment? Ou a-t-elle juste eu de la chance? Et maintenant, elle s'est tellement immiscée dans leur vie que si elle travaille pour quelqu'un, nous sommes tous foutus. » Un silence planait. « Je dis juste que si ça tourne mal, c'est nous qui l'aurons permis, c'est nous qui l'avons vu se rapprocher et ne l'avons pas arrêté. Alors, que faisons-nous? Ce que Tony a dit, la surveiller. Et si elle fait un faux pas? » Clara n'attendit pas la suite. Elle remonta silencieusement les escaliers, le cœur battant, et prit un autre chemin. Quand elle atteignit enfin sa voiture, ses mains tremblaient ainsi fort qu'elle eut du mal à insérer la clé dans le contact. Elle rentra chez elle en pilote automatique, son esprit en ébullition. Il la croyait espionne. Il scrutait chaque recoin de sa vie, cherchant des preuves de ce qu'elle n'était pas. Et s'il décidait qu'elle était une menace,
Clara avait grandi dans le South Chicago. Elle savait ce qui arrivait aux personnes devenant des problèmes pour des familles, comme les Rich. Au moment où elle parvint à son studio, un modeste appartement exigu dans un immeuble imprégné d'odeurs de vieux tapis et de rêves brisés, sa résolution était prise. Elle partirait ce soir même, ferait une valise, viderait ses maigres économies et disparaîtrait. Peut-être qu'elle se réfugierait chez sa tante dans le Michigan, ou plus loin encore. Un lieu où l'influence des Rich ne s'étendrait pas. C'était la décision la plus sage, la plus sûre. Elle commença à extraire des vêtements de son placard, les entassant dans un sac marin. Elle pourrait envoyer un courriel de démission dès le lendemain depuis un ordinateur de bibliothèque. Elle invoquerait une urgence familiale. Il la remplacerait en un jour, trouverait quelqu'un d'autre pour aider Lucia. La fillette s'en sortirait bien. Elle avait son père, son déambulateur, les bases pour continuer à progresser. Clara n'avait pas besoin d'être là, sauf que ses mouvements ralentissaient, sa résolution vacillant à chaque pensée du visage de Lucia. La façon dont la fillette s'illumait à chaque nouveau pas, les blagues désastreuses qu'elle se racontait, la confiance absolue dans les yeux de Lucia quand elle affirmait « Je sais que tu me rattraperas ». Clara s'assit sur son lit, entourée de sacs à moitié pleins, le visage enfoui dans les mains. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle vérifia l'œilleton, son corps entier tendu, s'attendant à voir l'un des hommes de Matteo. Au lieu de cela, elle aperçut l'impossible. Lucia, debout seule, avec son déambulateur, souriant à l'œilleton, comme si elle sentait la présence de Clara. Clara ouvrit brusquement la porte. « Lucia, comment as-tu » ? « Vincent m'a conduite, » répondit Lucia, désignant le couloir où Vincent se tenait, l'air mal à l'aise et protecteur à la fois. « Papa n'est pas au courant. »« S'il te plaît, ne lui dis rien. »« Tu ne devrais pas être ici, » rétorqua Clara, mais elle les tirait déjà à l'intérieur. Lucia fit rouler son déambulateur dans le minuscule appartement, l'explorant avec une curiosité non dissimulée. « Waouh, c'est petit. C'est bon marché, » lâcha Clara, fixant Vincent. « Matteo est-il au courant ?»« Pas encore, » admit Vincent. « Mademoiselle Lucia a été très persuasive. Elle a dit que c'était une urgence. »« C'est une urgence, » affirma Lucia d'une voix décidée. Elle sortit un morceau de papier plié de la poche de sa veste. « Je t'ai fait un dessin. » Clara prit le papier de ses mains tremblantes et le déplia. C'était un dessin au crayon de cire, simple mais reconnaissable. Deux bonshommes allumettes, l'un petit et l'autre grand, se tenant la main, tous deux marchant. Au-dessus d'eux, Lucia avait écrit de son écriture enfantine appliquée « Moi et Clara, la meilleure équipe du monde ». Quelque chose se brisa dans la poitrine de Clara. « Je voulais te le donner demain », murmura Lucia. Mais ensuite papa a eu un appel téléphonique, et je l'ai entendu dire à Vincent de s'inquiéter pour toi. Et j'ai pensé que peut-être quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai demandé à Vincent de m'amener. Elle leva les yeux vers Clara avec une sagesse inattendue. « Tu partais ?» Clara ouvrit la bouche pour mentir, mais n'y parvint pas. « J'y pensais, à cause de ce que les gens disent, que tu pourrais être méchante. » La voix de Lucia était empreinte d'une franchise déconcertante. « J'ai aussi entendu les gardes, ils sont stupides, ils ont peur, c'est différent. As-tu peur ?» Clara observa cette fille, à la fois brave et têtue, qui s'était faufilée à travers la ville pour lui apporter un dessin au crayon de cire. « Oui, j'ai peur de mon père, de le décevoir, d'être quelque chose que je ne suis pas, de te laisser tomber. » Clara brandit le dessin. « De perdre ça. » Lucia s'avança prudemment, s'aidant de son déambulateur pour l'équilibre, et serra Clara fort dans ses bras. « Tu ne me perdras pas, je ne te laisserai pas faire. » Clara la serra à son tour, cette petite fille féroce qui avait tant traversé et qui conservait malgré tout le courage de faire confiance. Et à cet instant, elle sut qu'elle ne pourrait pas partir. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les découvertes des hommes de Matteo, ou leurs absences de découverte, quels que soient les soupçons de Tony Marcello, elle ne pouvait pas abandonner Lucia. « D'accord, » murmura Clara. « D'accord, je reste. » Lucia recula, rayonnante. « Promis, promis. » Après que Vincent eut ramené Lucia, Clara défit son sac et accrocha le dessin sur son réfrigérateur avec un aimant. Ce n'était qu'un dessin au crayon, mais il résonnait comme une bouée de sauvetage, un rappel que certaines choses valèrent la peine d'avoir peur. Elle espérait juste vivre assez longtemps pour voir Lucia courir. La tempête s'abattit sur Chicago, comme un coup de marteau dans la nuit du 12e jour. Clara avait encore une fois travaillé tard, cette fois à la demande de Matteo. Lucia était nerveuse à l'idée de l'événement caritatif prévu pour le lendemain, craignant de trébucher devant une telle assemblée. Elle s'était exercée jusqu'à ce que les yeux de la fillette se ferment d'épuisement,
et Clara l'avait bordée comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. « Tu seras merveilleuse demain, » avait murmuré Clara. « Je serai juste là avec toi, promis, promis. » À présent, Clara rassemblait ses affaires de la salle de jeu lorsque les lumières vacillèrent. Le tonnerre fit trembler les fenêtres. Elle jeta un coup d'œil dehors et vit le jardin se débattre dans le vent, les arbres se courbant comme s'ils pouvaient se briser. Puis l'électricité fut coupée complètement. Les lumières de secours s'activèrent après quelques secondes, baignant tout d'une lueur rouge tamisée. Les instincts de Clara crièrent à l'anomalie. La villa possédait des générateurs de secours. L'électricité n'aurait pas dû être coupée du tout, pas même une seconde. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dans le jardin. À travers la pluie, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des ombres se déplaçaient délibérément dans la tempête, en direction de la maison, et elles se déplaçaient comme des soldats, pas comme du personnel. Clara courut, elle sprinta le long du couloir, jusqu'à la chambre de Lucia, le cœur battant. La porte était déverrouillée. Elle se précipita pour retrouver Lucia, assise dans son lit, effrayée et confuse. « Clara, qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous cacher maintenant. » Clara tira Lucia du lit, ne se souciant ni du déambulateur, ni des attelles. « Peux-tu t'appuyer sur moi? »« Je crois que oui, mais pas de question. Fais-moi confiance. » Clara avait passé 10 jours à étudier chaque recoin de cette villa. Elle connaissait des choses que l'équipe de sécurité avait probablement oubliées, y compris les anciens passages de service derrière les murs, construits lorsque ce lieu était un manoir pour des barons du pétrole, qui voulaient que les domestiques restent invisibles. Elle porta à moitié Lucia à travers la pièce et poussa une section de boiserie décorative. Elle s'ouvrit, révélant un étroit vide sanitaire qui courait entre les murs. « Là-dedans, » murmura Clara, aidant Lucia à pénétrer tout au fond derrière les boîtes. « Ne fais pas de bruit, quoi que tu entendes. Tu comprends ?» Les yeux de Lucia étaient élargis par la terreur. « Clara, qu'est-ce que... » « Je viendrai te chercher quand ce sera sûr, je te le promets. » Clara lui serra la main. « Sois courageuse pour moi. » Elle referma le panneau juste au moment où elle entendit des pas dans le couloir. Trop nombreux, se déplaçant trop vite. L'esprit de Clara s'emballa. Elle devait prévenir la sécurité. Et, dans le temps imparti, le système anti-panique de la villa disposait de boutons dans chaque pièce principale, des alarmes silencieuses qui se déclenchaient directement au poste de sécurité et sur le téléphone de Matteo. Elle pressa sa paume sur le bouton d'urgence dissimulé derrière la table de nuit de Lucia, puis scruta frénétiquement les environs. Les hommes vérifieraient cette pièce en premier. Il fallait leur faire croire que Lucia était allée ailleurs. Clara saisit le fauteuil roulant de Lucia, le poussa vers la porte, puis ouvrit brusquement le placard et jeta des vêtements sur le sol, comme si quelqu'un avait attrapé des choses à la hâte. Elle renversa un verre d'eau et laissa la lumière de la salle de bain allumée. Puis, elle sortit dans le couloir. Des hommes, vêtus de noir, le visage masqué, entraient, armes au poing. Le meneur la repéra et leva son arme. « Où est la fille ?» exigea-t-il. Clara avait la bouche sèche, mais elle s'efforça de paraître agacée plutôt que terrifiée. « Quelle fille? Qui êtes-vous? J'appelle la sécurité. La fille riche? Où est-elle? Comment pourrais-je le savoir? »« Je ne suis que la femme de chambre, » répondit Clara en reculant délibérément, s'éloignant ainsi de la chambre de Lucia. « Elle est probablement avec son père. Son bureau est en bas. » « Vérifiez la chambre, » aboya le chef. 2 hommes la dépassèrent. Clara les entendit fouiller la chambre de Lucia, jetant les meubles, vérifiant la salle de bain. Son cœur battait la chamade. Allait-il trouver le panneau? Lucia resterait-elle silencieuse? « Elle n'est pas là !» cria l'un d'eux. « On dirait qu'elle est partie en vitesse. Les fauteuils roulants sont près de la porte. » En bas, le chef décida. « Avancez. » Alors qu'ils s'engagèrent dans le couloir, Clara fit quelque chose d'aussi stupide que courageux. Elle attrapa un lourd vase sur une table d'appoint et le lança sur la fenêtre la plus proche. Le verre explosa, et l'alarme, une alarme différente, forte et stridente, déchira l'air. « Qu'est-ce que... » Le chef se tourna vers elle. Clara courut. Elle les entraîna dans une course-poursuite à travers le 3e étage, renversant des meubles, claquant des portes, tout ce qui pouvait les ralentir et faire du bruit. Elle entendit des cris venant d'en bas. La voix de Vincent. D'autres gardes répondaient. La cavalerie arrivait. Il fallait juste qu'elle survive jusqu'à leur arrivée. Elle pénétra dans un débarras et poussa une étagère métallique devant la porte. Quelqu'un la percuta de l'autre côté. « Ouvre cette porte !»« Venez me chercher !» cria Clara en retour, surprise par sa propre fureur. Ces hommes étaient venus pour Lucia, avaient terrorisé une enfant dans sa propre maison. La peur se transformait en rage. La porte éclata sous leurs coups.
Clara attrapa la première chose à portée de main, un extincteur, et attendit. Lorsque la porte s'ouvrit en grand, elle projeta de la mousse directement sur le visage de l'homme de tête. Il recula, aveuglé et jurant. Puis Vincent apparut avec 4 autres gardes, armes au poing. « Jetez vos armes maintenant !» Ce qui suivit fut le chaos. Les intrus tentèrent de se battre, mais ils étaient en infériorité numérique et désarmés. En quelques secondes, les 4 hommes étaient à terre, désarmés et maîtrise. Clara glissa le long du mur, tremblante, l'extincteur vide roulant de ses mains. Matteo apparut au bout du couloir, son visage un masque de fureur contenue. Il observa la scène, ses assaillants capturés, ses gardes, et Clara assise contre le mur, couverte de mousse d'extincteur et de sa propre peur. Où était Lucia? Sa voix était d'un calme constant. « En sécurité, » parvint à dire Clara, « cachée. Je ne les ai pas laissés la trouver. » Quelque chose apparut dans les yeux de Matteo, un soulagement, de la gratitude, quelque chose de plus intense. Il passa devant ses hommes, devant les intrus, et s'accroupit devant Clara. « Où ?»« Sa chambre, derrière le panneau. Elle est... » La voix de Clara se brisa. « Elle a peur, mais elle est en sécurité. » Matteo lui toucha le visage doucement, presque avec respect. « Tu l'as protégée. » « J'avais promis. » Il la regarda longuement, cette femme farouche qui avait affronté des hommes armés pour protéger sa fille, et quelque chose de fondamental se déplaça dans sa poitrine. « Vincent, va chercher Lucia, » dit-il sans quitter Clara des yeux, « et que quelqu'un apporte de l'eau à Clara, une couverture, et tout ce dont elle a besoin. » Alors que Vincent s'éloignait à la hâte, Matteo aida Clara à se lever. Elle chancela, l'adrénaline retombant, et il l'étudia, un bras autour de ses épaules. « Tu t'es interposé entre ma fille et des hommes armés, » dit-il doucement. « Qu'aurais-je dû faire d'autre? Courir, te cacher, te sauver. » Sa voix était empreinte d'émotion. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es battu pour elle comme si elle était la tienne. » Clara leva les yeux vers lui, cet homme qui terrorisait des villes entières, et ne voyait qu'un père reconnaissant. « En quelque sorte, elle l'est, » murmura-t-elle. Et Matteo réalisa avec une certitude absolue qu'il avait été fou de jamais douter d'elle. Le matin arriva trop vite, apportant une lumière du soleil cru qui faisait du cauchemar de la nuit dernière une impression presque imaginaire pour Clara, excepté les contusions sur ses bras et le tremblement persistant de ses mains lorsqu'elle tentait de tenir sa tasse de café. Elle avait dormi dans l'une des chambres d'amis de la villa. Matteo avait insisté, et elle était trop épuisée pour discuter. Maintenant, elle se tenait dans le couloir devant la chambre de Lucia, rassemblant son courage avant d'entrer. Vincent apparut à côté d'elle, l'air fatigué. Elle te demande depuis son réveil. Comment va-t-elle? Effrayée, courageuse. Elle me pose 1 million de questions. Il fit une pause. Elle m'a raconté ce que tu as fait, l'a caché, éloigné ses hommes. C'était stupide, offrit Clara d'une voix faible. J'allais dire héroïque, mais oui, aussi stupide. L'expression de Vincent s'adoucit. Le patron veut te voir après dans le bureau. L'estomac de Clara se serra. Est-il en colère? Tu as sauvé la vie de sa fille, et tu demandes s'il est en colère. Vincent secoua la tête. Va d'abord voir la petite, elle a besoin de toi. Lucia était assise dans son lit, son cadre à roulettes positionné à proximité comme une couverture de sécurité. Quand elle aperçut Clara, son visage se chiffonna et elle se mit à pleurer. Clara se précipita, la serrant dans ses bras. « Hé, ça va, tu es en sécurité. » « J'ai eu si peur, » sanglota Lucia sur son épaule. « Je les ai entendus crier et casser des choses, et j'ai voulu t'aider, mais tu m'as dit de rester tranquille. Et tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu es si courageuse. » Clara recula, essuyant les larmes de Lucia avec ses pouces. « Tu es restée cachée et silencieuse, exactement comme je l'ai demandé. C'est ce qui t'a gardée en sécurité. Mais tu aurais pu être blessée. Ils avaient des armes. Lucia, je vais bien, tu vois, pas une égratignure. » Elle tendit les bras, cachant les contusions sous ses avant-bras. « Et ces hommes sont partis. La sécurité de ton père les a attrapés. Ils ne peuvent pas te faire de mal. » Lucia lui saisit les mains, serrant fort. « Ne pars pas, s'il te plaît. Je sais que les gens disent du mal de toi, mais je m'en fiche. J'ai besoin de toi ici. »« Je ne vais nulle part, » promit Clara. « Pas même des chevaux sauvages ne pourraient m'arracher à toi maintenant. » 2 heures plus tard, Clara se tenait dans le bureau de Matteo, face non seulement à lui, mais à tout son personnel de direction. Tony, Franck, Rico, Vincent et six autres qu'elle reconnaissait de la villa, tous la regardant avec des expressions allant du respect réticent à la curiosité manifeste. Matteo se tenait derrière son bureau, les mains à plat sur la surface.
le visage illisible. « Messieurs, j'ai convoqué cette réunion car nous devons aborder un point important. »« Ça y est, » pensa Clara. Les accusations, les suspicions, les résultats de l'enquête. Hier soir, 4 hommes armés sont entrés chez moi dans l'intention d'enlever ma fille. La voix de Matteo était froide et contrôlée. Ils ont coupé l'électricité, violé notre périmètre et atteint le 3e étage. Cela représente un échec catastrophique de la sécurité que nous traiterons séparément. Plusieurs hommes se tortillèrent inconfortablement. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Les yeux de Matteo trouvèrent Clara. Vous êtes ici parce que, pendant que notre sécurité s'efforçait de réagir, pendant que des professionnels entraînés se mettaient en position, Clara Bennett, une femme de chambre sans formation, sans armes, sans renfort, a caché ma fille, déclenché l'alarme et engagé personnellement 4 intrus armés pour gagner du temps pour notre intervention. La pièce était silencieuse. Elle a utilisé la diversion, le bruit et un extincteur pour les ralentir. Elle s'est interposée entre ma fille et des hommes qui l'auraient tuée sans hésitation. Et la mâchoire de Matteo se serra. Et certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont passé la semaine dernière à la soupçonner d'être une menace. Tony s'éclaircit la gorge. « Patron, nous étions juste prudents. Vous étiez paranoïaque et stupide, » le coupa Matteo. Pendant que vous faisiez des vérifications d'antécédents et surveilliez chacun de ses mouvements, Clara était la seule à réellement protéger ce qui compte le plus pour moi. Il se tourna vers Clara, son expression s'adoucissant. « Je vous dois des excuses pour avoir douté de vous, pour avoir permis à mes hommes de vous traiter avec suspicion, pour ne pas avoir fait confiance à ce que je voyais de mes propres yeux. » La gorge de Clara était nouée. « Vous étiez prudent, je comprends. Comprendre ne rend pas la chose juste. » Matteo contourna son bureau et se tint devant elle. « Ma fille est en vie grâce à vous, 2 fois. Une fois parce que vous lui avez donné la capacité de marcher, et encore une fois parce que vous avez eu le courage de vous battre pour elle au moment le plus critique. » Il se tourna vers ses hommes. « À partir de maintenant, Clara Bennett n'est pas du personnel. Elle n'est pas une employée. Elle est sous ma protection personnelle, avec tout le poids que cela implique. Quiconque remet en question sa loyauté, quiconque la traite avec moins que du respect, aura affaire à moi. Compris ?» Un chœur de « Oui, patron » emplit la pièce. Tony s'avança, son expression compliquée. « Mademoiselle Bennett, je vous dois également des excuses. Je me suis trompé à votre sujet. Ce que vous avez fait hier soir, il a fallu du cran, du vrai cran. » Clara hocha la tête, acceptant. « Vous le protégiez, je comprends. Quand même, je suis désolé. » Tony regarda Matteo. « Pour ce que ça vaut, patron, je suis content de m'être trompé. » Après que les hommes ont été défilés, Clara et Matteo se retrouvèrent seuls dans le bureau. La lumière du matin rendait tout irréel, comme s'ils étaient dans un monde différent de l'obscurité de la nuit dernière. « Comment allez-vous vraiment » demanda Matteo doucement. « Honnêtement, je suis un désastre. Mes mains n'arrêtent pas de trembler. Je ne cesse de rejouer ce qui aurait pu mal tourner, et j'ai à peine 2 heures de sommeil. » Clara esquissa un faible sourire. « Mais Lucia est en sécurité, alors ça va. Vous n'êtes pas juste « ça va », vous êtes extraordinaire. » Matteo s'approcha, et le souffle de Clara se coupa. « J'ai connu des soldats, des gardes du corps entraînés, des hommes qui ont passé leur vie à apprendre à protéger les gens. Aucun d'entre eux n'aurait fait ce que vous avez fait. Je n'ai pas réfléchi. Je viens d'arriver. C'est ce qui rend la situation extraordinaire. Tu n'as pas calculé les probabilités ni pesé les risques, tu l'as juste protégé. » Sa voix se fit plus basse, plus intime. Comme la famille protège la famille. Clara leva les yeux vers lui. Cet homme puissant, dangereux, qui la regardait comme si elle avait suspendu les étoiles. « J'ai l'impression de faire partie de la famille, » avoua-t-elle. « Je sais que je ne suis là que depuis 15 jours, mais... » Matteo tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer, et toucha sa joue. « Ce qui compte, c'est d'être là quand il le faut, et tu l'as été. » Ils restèrent debout, suffisamment proches pour que Clara puisse distinguer les éclats d'or dans ses yeux sombres, sentir la chaleur émanant de lui. L'air entre eux était chargé, empli de choses qu'aucun d'eux ne savait comment exprimer. « Le gala de bienfaisance, c'est ce soir, » dit Matteo doucement. « Je l'annule. » Clara se surprit elle-même. « Non, Lucia s'est entraînée toute la semaine. Elle veut montrer à tout le monde ce qu'elle peut faire. Ne laissez pas ces hommes lui enlever ça. » Matteo scruta son visage. « Tu irais après la nuit dernière ? Je lui ai promis d'être là, » dit Clara en redressant les épaules. « Et de plus, vous aurez tous les gardes de Chicago autour de nous. Nous serons en sécurité. » Un lent sourire traversa le visage de Matteo, sincère et chaleureux. « Nous le serons, car je vous surveillerai toutes les deux à chaque seconde. » Et à cet instant,
Clara réalisa que quelque part entre la réparation d'Athel et la lutte contre des intrus, elle avait cessé d'être une simple femme de ménage dans la maison de Matteo Reacci. Elle était devenue partie intégrante de sa famille. La salle de bal du Grand View Hotel scintillait comme un conte de fées. Des lustres en cristal, des nappes blanches, 300, des donateurs les plus fortunés de Chicago, vêtus de leurs plus beaux atours. C'était l'événement caritatif annuel de Matteo pour les hôpitaux pour enfants, la seule nuit de l'année où le chef de la pègre le plus redouté de la ville se transformait en philanthrope, signant des chèques de 7 chiffres. Clara se tenait dans les coulisses avec Lucia, apportant les derniers ajustements à la robe de la jeune fille. Elle avait passé les 2 derniers jours à travailler sur une ultime modification des attelles, les affinant, les rendant presque invisibles sous l'élégante robe bleue de Lucia. Elle ressemblait bien moins à des équipements médicaux qu'à de délicats bijoux en argent autour de ses jambes. « Nerveuse » demanda Clara. Lucia hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Et si je tombe devant tout le monde ? Alors tu te relèves. C'est ce que font les personnes courageuses, » dit Clara en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Mais tu ne tomberas pas. Tu as marché 100 fois cette semaine. Tu y arriveras. »« Marchez-vous avec moi ?» demanda Lucia. Clara sourit. Chaque pas du chemin. Dans la salle de bal, Matteo se tenait au pupitre, achevant ses remarques d'ouverture. Il avait prononcé ce discours une 12aine de fois auparavant, remerciant les donateurs, partageant des statistiques sur les soins médicaux pour enfants, faisant des promesses de financement. Mais ce soir, son esprit était ailleurs. La sécurité était partout. Après l'attaque de la nuit dernière, Vincent avait triplé la présence des gardes. Les frères Castellano avaient été arrêtés par des agents fédéraux ce matin pour des accusations non liées. Les connexions de Matteo fonctionnaient. Il ne se laissait plus un problème. Mais rien de tout cela n'importait autant que ce qui était sur le point de se produire. Avant que nous ne commencions le dîner, dit Matteo, sa voix portant à travers la salle, je souhaite partager quelque chose de personnel. La foule se calma, curieuse. Matteo Reacci partageait rarement quoi que ce soit de personnel. Beaucoup d'entre vous connaissent ma fille Lucia. Vous l'avez vue à ces événements au fil des ans. Toujours dans son fauteuil roulant, toujours souriante malgré tout ce qu'elle a traversé. Il fit une pause, la gorge serrée. Il y a 3 ans, ma famille a eu un accident. J'ai perdu ma femme et Lucia a perdu la capacité de marcher. Les meilleurs médecins du monde m'ont dit de l'accepter, d'aller de l'avant, d'être reconnaissant qu'elle ait survécu. Clara regardait depuis les coulisses, sa main tenant celle de Lucia. Mais il y a 2 semaines, continua Matteo, quelqu'un est entré dans nos vies, qui a vu les choses différemment. Quelqu'un qui a regardé ma fille et n'a pas vu de limite. Elle a vu des possibilités. Quelqu'un qui a eu le courage d'essayer ce que tout le monde disait impossible. Il regarda vers le rideau, ses yeux trouvant ceux de Clara dans l'ombre. Ce soir, je veux que vous rencontriez 2 jeunes femmes remarquables. Clara serra la main de Lucia. Prête ? Prête. Elles entrèrent ensemble dans la lumière. La foule retint son souffle, une inspiration collective audible qui parcourut la salle de bal. Car Lucia n'était pas dans son fauteuil roulant. Elle marchait, avançant avec précaution mais assurance sur la scène, sa main posée légèrement sur le bras de Clara, non pas pour le soutien, mais pour la compagnie. Les attelles argentées captaient la lumière des lustres, les transformant en quelque chose de magnifique plutôt que de médical. Lucia les portait comme une armure, comme une fierté, comme la preuve que des miracles pouvaient se produire quand quelqu'un y croyait suffisamment pour essayer. Matteo resta figé au pupitre, regardant sa fille marcher vers lui. Tous les yeux de la salle étaient braqués sur elle, mais lui ne voyait que son sourire, ce sourire pur, joyeux, intrépide qu'il pensait avoir perdu à jamais. Lucia le rejoignit et lâcha le bras de Clara, faisant les 3 derniers pas seuls. La salle éclata en applaudissements, mais Matteo l'entendit à peine. Il s'accroupit, rencontrant sa fille au niveau des yeux. « Bonjour, papa », dit-elle, sa voix forte. Surprise, il la serra dans ses bras, la tenant fermement. Peu importait que 300 personnes le regardent pleurer. « Tu marches », murmura-t-il. « Ma petite fille marche. »« Clara m'a aidé, » dit Lucia, reculant pour le regarder. « C'est la meilleure. » Matteo se leva, gardant un bras autour de sa fille, et fit signe à Clara de les rejoindre. Elle s'avança à contre-cœur, mal à l'aise avec l'attention, mais Lucia lui prit la main et la tira près d'elle. « Voici Clara Bennett, » dit Matteo, sa voix rauque d'émotion. « Elle est venue travailler pour moi comme femme de ménage il y a 2 semaines. Mais ce qu'elle a fait pour ma famille, ce qu'elle nous a donné, va au-delà de toute description de poste.
Il regarda Clara, cette femme extraordinaire qui avait tout changé. Elle n'a pas seulement aidé ma fille à marcher, elle lui a donné de l'espoir, elle lui a rendu son enfance, et elle l'a protégée de sa propre vie quand le danger est venu à notre porte. La foule murmura, confuse par cette dernière partie. Mais les personnes qui comptaient, les associés de Matteo dispersés dans la salle, comprenaient parfaitement. À partir de cet instant, déclara Matteo, sa voix portant le poids de l'autorité absolue, Clara Bennett n'est pas une employée, elle est de la famille, l'aide officielle de Lucia, sa tutrice, et la personne en qui j'ai le plus confiance au monde pour la garder en sécurité. L'applaudissement fut assourdissant. Clara sentit des larmes couler sur son visage, submergée par la déclaration publique, par l'acceptation, par le voyage impossible d'une femme de ménage désespérée à un membre chéri de la famille. « Un discours !» cria quelqu'un. Clara secoua la tête frénétiquement, mais Lucia la poussa vers le microphone. « Dis quelque chose » murmura la jeune fille. Clara inspira avec difficulté. « Je ne suis pas douée pour les discours. Je suis juste quelqu'un qui a vu un problème et a essayé de le résoudre. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, la solution la plus coûteuse n'est pas la bonne. Parfois, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas d'équipements sophistiqués ou de médecins célèbres. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un qui croit suffisamment en eux pour essayer. » Elle regarda Lucia, qui la regardait avec un large sourire. « Cette jeune fille est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle a combattu la douleur, a surmonté la peur et n'a jamais abandonné. Je lui ai juste donné les outils. Elle a fait tout le travail difficile. » Nouveaux applaudissements. Clara recula, en ayant fini avec la prise de parole en public pour toujours. Mais Lucia n'avait pas terminé. La jeune fille regarda son père, avec de l'espièglerie dans les yeux. « Papa, je veux leur montrer quelque chose. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, Lucia lâcha Clara et Matteo et marcha. Non, ne marcha pas. Courut presque seule sur la scène. Ses pas étaient sprint et rapides et légers, les attelles bougeant avec elle comme si elles faisaient partie de son corps. Elle atteignit le bord de la scène, se retourna et ouvrit les bras. « Regardez ce que je peux faire !» La salle de bal explosa à nouveau, les gens se levant, acclamant cette jeune fille courageuse qui avait vaincu l'impossible. Lucia revint en courant, oui, en courant, et sauta dans les bras de son père. Il la rattrapa, la faisant tournoyer, tous deux riant et pleurant en même temps. Clara se tenait à proximité, observant ce père et cette fille, qui avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, et sentit son cœur se gonfler de quelque chose qui aurait pu être du bonheur, de la fierté, ou même de l'amour. Elle était arrivée dans cette villa désespérée et fauchée, cherchant juste un salaire. Elle avait trouvé une famille à la place, ce que 100 médecins n'avaient pas pu faire. Une femme de ménage déterminée l'avait accompli, non pas par expertise médicale ou équipement coûteux, mais par compassion, ingéniosité et la simple conviction que parfois, les miracles ont juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour essayer. Et dans ce processus, elle a changé toute leur vie pour toujours.